nous ont donc dit que voyager aujourd'hui demande que vous fassiez votre déclaration des impôts. Et d'ailleurs, je vais vous citer la section départ du Cameroun. J'ouvre ma boîte noire. Article 99. Nul ne peut quitter le territoire camerounais sans avoir au préalable souscrit la déclaration des revenus acquis jusqu'à la date de départ. Cette déclaration doit être souscrite au plus tard dans les 30 jours qui précèdent la demande de passeport ou de visa de sortie. Elle entraîne en principe imposition immédiate. Le passeport ou le visa de sortie ne peuvent être délivrés que sur présentation d'un certificat établi par le centre des impôts compétent du lieu de résidence du contribuable. Tout passeport ou visa de sortie délivré en violation de cette... Bon, voilà. Vous pouvez comprendre. Je remets ça. Et je positionne ça ici. Pourquoi? Parce que lorsqu'un État est voyou, il vous effraie avec des lois qui n'existent nulle part au monde. Chaque être humain a droit à se mouvoir. Nul ne pourrait empêcher qui que ce soit de bénéficier au moins de sa liberté d'aller et venir, sauf s'il est en prison. En vertu de quelle loi donc l'État du Cameroun peut interdire aux Camerounais de sortir de chez eux sous le fallacieux prétexte qu'ils n'ont pas fait de déclaration d'impôt? En vertu de quelle loi l'État du Cameroun va empêcher à ceux qui ont obtenu leur visa d'études dans une université, que ce soit française, allemande, italienne, espagnole ou même américaine, asiatique, en fonction de quoi l'État du Cameroun va empêcher à cet étudiant ou à ce fonctionnaire qui aurait été recruté peut-être par une haute administration de se déplacer? Nous sommes donc dans un pays terriblement dangereux. Pourquoi? Parce que les gens n'ont commis aucun délit, mais ils se retrouvent en prison. Et ceux qui ont volé, eux, ils sont à l'extérieur. Vous vous rendez compte? Combien de ministres du Cameroun ont volé? L'argent du Covid est où? L'argent des stades est où? Eux, ils peuvent aller, venir, passer des vacances partout où ils veulent, alors qu'ils n'ont jamais déclaré leurs impôts. Et à chaque fois, lorsqu'il y a un scandale, on voit Paul Biya qui prescrit une enquête. Cette enquête est remise dans les tiroirs. Paul Biya disait que où sont les preuves? Lorsque nous étions les premiers à crier, à pleurer que le Cameroun est un pays très corrompu. D'ailleurs, Transparency International avait donné 2 trophées consécutifs au Cameroun comme le pays le plus corrompu du monde. Paul Biya a donc actionné Opération Épervier.
sont ces ministres-là qui ont été pris dans l'opération Épervier? Ils sont en train de voyager partout. Où est Yves Michel Fosso qui a détruit la caméra? Où est le rapport? Ou plutôt les poursuites judiciaires des détourneurs du Covid? Au moins 14 départements ministériels ont été pointés du doigt par Yap Abdou. Ce dernier a encore passé à la télé officielle pour dire oui, peut-être ce sera demain ou après-demain qu'on va engager des poursuites pénales. Vous vous rendez compte? Yap Abdou est le tout premier président du tribunal criminel spécial. Il a cru que Paul Biya était là pour récupérer l'argent volé au peuple camerounais. Mais on a vu ces ministres-là, comme Atamakuna, se pavaner dehors. C'est le même Yap Abdou qui a été envoyé à la chambre des comptes. Et il a fait un travail magnifique. Parce que c'est un homme intègre tout au moins. Il a sorti des noms, des chiffres. Tout est détaillé. Mais depuis là, alors que dans les autres pays, des ministres ont été relevés, tous ceux qui ont détourné l'argent du Covid sont déjà dans la prison. D'autres relevés. Mais au Cameroun, on tourne en rond. Lorsqu'on voit déjà l'élection venir, on commence à dire « Ah, vraiment, on va maintenant arrêter les gens. » Et nous aussi, on commence à attendre. Parlons justement de ce Covid. D'ailleurs, un brillant éditorialiste le dit à propos, le docteur Mounon. Il assure que si on ne peut pas appliquer les décisions de justice, si on ne peut pas, après une enquête, lancer des procédures judiciaires, ça ne sert à rien de continuer à nous tambouriner les tympans que oh, le tribunal criminel spécial, oh, ils vont faire ceci, oh, la chambre des comptes a découvert ceci et cela. Tout simplement parce que c'est du théâtre. Un théâtre qui ne nous sert à rien, parce que finalement, le peuple en a ras le bol, comme si le régime Biya était en train d'encourager plutôt le vol, encourager tous ceux qui, bien évidemment, ne peuvent jamais être poursuivis après avoir volé. Avant de revenir sur les ministres qui sont à l'étranger, en toute liberté, après avoir été pourtant condamnés, écoutons d'abord ceux qui sont en train de nous narguer, comme par exemple Malaki, qui bien évidemment aurait pu améliorer le plateau médical du Cameroun. Comme l'autre, la ministre des Chauves-souris, qui est là depuis des années, mais qui n'a pas été inquiétée après avoir eu à aller acheter des médicaments qu'elle a emballés à Mokolo. Le scandale du Covid, avec bien évidemment en toile de fond la Chambre des comptes impuissante qui aujourd'hui nous fait croire qu'elle peut agir, mais en réalité est dépassée. Parce que c'est Paul Biya qui est le vrai blocage de cela.
Chambre des comptes, mieux on la dissout. Si le président de la République n'a rien à foutre des résultats des audits de la Chambre des comptes, mieux il la dissout. Parce qu'au final, on a l'impression que la Chambre des comptes se dépense pour rien pour investiguer sur la malgouvernance, les détournements et les fautes de gestion. On a l'impression que le travail de la Chambre des comptes est réduit en simple travail de petits journalistes des comptes publics. Elle enquête, elle publie juste pour informer, après rien. Pourtant, cette institution qui est comme une division de la Cour suprême, la plus haute juridiction de l'État en matière judiciaire, administrative et de jugement des comptes, a pour mission de contrôler et de statuer sur les comptes de l'État, la légalité financière et la conformité budgétaire de toutes les opérations, des dépenses et des recettes de l'État. Comment est-on arrivé à réduire les résultats de cette haute institution en simple reportage de la malgouvernance? Après les rapports, rien. Les rapports finissent d'accabler les gestionnaires de crédit, voleurs de l'argent du peuple. Après la publication, rien. Le chien aboie, la caravane passe. La Chambre des comptes finit de dénoncer avec des exemples et des preuves à l'appui. On s'attend à ce que la justice ou le président de la République prenne le relais en engageant des procédures judiciaires ou des arrestations contre les pilleurs cités. Rien. C'est le silence total. L'année qui suit, la Chambre des comptes met à nu des cas de vol avec leurs auteurs. Après, c'est la même indifférence de ceux qui doivent tirer toutes les conséquences judiciaires et politico-administratives de ces rapports. Les ministres et autres dirigeants soupçonnés ou épinglés ne sont pas démis de leurs fonctions. Ils ne sont pas poursuivis en justice. Au contraire, ils narguent même encore les magistrats enquêteurs de la Chambre des comptes. Ils se moquent d'eux, bombant l'auteur que rien ne peut leur arriver. Et puis quoi? Finalement, la Chambre des comptes se sent ridiculisée et moquée. Mieux on la dissout alors. Ce mois, le rapport de cette institution sur la gestion de l'argent du budget de 2023 a été introduit à l'Assemblée nationale. Les locataires du don chinois l'ont ignoré avec succès. Le président de la République et la justice camerounaise vont également faire du lu et ignorer avec succès. Ceux qui sont épinglés par ce rapport diront à la Chambre des comptes, bien qu'Adbonala, nous on vole toujours comme ça, on paye toujours les caisses de l'État comme ça, rien ne nous arrive. Pourtant, ce rapport sur l'utilisation de l'argent du budget de 2023 que le régime a d'abord caché aux locataires du don chinois est clair dans sa conclusion. Après enquête, ce rapport accorde une opinion, un jugement défavorable à l'utilisation de notre argent en 2023 par les ministres. Ce rapport dit, nous le citons, les états financiers ne sont dans tous leurs aspects significatifs, ni réguliers, ni sincères. Fin de citation. Ça dit tout sur la fête que les gens du 6 novembre ont encore organisé avec notre argent en 2023. Avant ce rapport, il y a eu 3 autres qui ont été ridiculisés par l'indifférence du président de la République et de la justice camerounaise. D'abord, le rapport sur l'utilisation de l'argent du coronavirus par les grands camarades du RDPC, rapport publié en 2021. Les gens soupçonnés d'avoir mal agi devant l'argent du peuple sont encore là. Personne n'a été enlevé ni arrêté. Or, ce rapport a révélé de nombreux cas de faute de gestion, plusieurs marchés non livrés, mal et non exécutés, des marchés non achevés sur le terrain mais curieusement réceptionnés sur les papiers, des situations flagrantes de gabegie financière et de nombreux cas de surfacturation. Les grands camarades du RDPC au cœur de la gestion de cet argent du coronavirus, de ce premier rapport se vantent encore ici dehors 4 ans après. Ensuite, il y a eu le deuxième rapport sur l'argent du coronavirus, septembre 2022, toujours sous la conduite du magistrat Yap Abdou, président de la Chambre des comptes. Dans ce rapport, la Chambre des comptes constate des cas des ressources perçues mais non utilisées, des cas d'absence de production des rapports d'activité financiers, le cas d'absence globale de transparence et de faible redevabilité dans la gestion du Fonds spécial de solidarité nationale. Dans ce deuxième rapport, la Chambre
Chambre des comptes va jusqu'à recommander une procédure. Mais depuis 2022, rien. La justice et le président de la République regardent ce rapport comme un faux billet. Enfin, le troisième rapport d'audit de l'argent du coronavirus, mars 2023. La Chambre des comptes est à nouveau formelle. Nous le citons. La gestion du fonds spécial n'a été ni efficace ni transparente. La Chambre a relevé à nouveau des anomalies dans l'exécution des marchés spéciaux. Fin de citation. Mais depuis 2023, on n'a toujours rien fait aux gens cités dans cet autre rapport. Finalement, si on veut limiter ces rapports de la Chambre des comptes à un simple travail journalistique, mieux on dissout cette chambre. On économise l'argent de son fonctionnement. On arrête de mettre les magistrats enquêteurs au travail. Mieux on dissout ça et on laisse les pilleurs continuer de piller sereinement l'argent de l'État. Bonne journée à vous tous. C'est donc un rituel. Parce que l'impunité, c'est le logiciel du régime artificiel de Paul Biya qui fait semblant de combattre des pilleurs, qui a installé une opération baptisée épervier, un épervier à tête chercheuse, parfois au bec crochu et aux griffes qui parfois lâche le gibier. Les gros gibiers de l'opération épervier peuvent d'ailleurs être en liberté. Ce dont on a beaucoup plus parlé. On se souvient justement de ce grand oiseau qui volait et qui faisait la fierté du Cameroun. Cameroun Airlines. Oui, c'était l'emblème. Et c'était la fierté. C'était l'héritage légué par Ahidjo. Tout le monde aimait voir cette compagnie comme un outil de souveraineté puisque le Cameroun était sorti de Air Afrique pour créer sa propre structure, Cameroun Airlines. Paul Biya vint donc au pouvoir. Et l'oiseau avait commencé par prendre du plomb dans l'aile. Et bien sûr, pour donc essayer d'apporter une certaine guérison, on proposa un médecin puisque, dit-on souvent, tel père, tel fils. Victor Fosso, célèbre homme d'affaires, milliardaire, ayant obtenu la fortune, semble-t-il, en vendant des arachides et des pop-corn, a donc eu comme fils Yves Michel Fosso. Ce dernier, d'ailleurs, s'est tapé au torse qu'il est le seul Camerounais à avoir 3 MBA obtenus aux États-Unis. C'est vrai qu'il faut aller avec la loupe aux États-Unis pour savoir dans quelle université il avait obtenu ces MBA-là. Mais bon, au Cameroun, l'essentiel, c'est de pouvoir dire « je suis tel, j'ai fait de grosses études ». Et comme c'est le fils à papa, il allait donc aussi multiplier de l'argent, multiplier les avions. Il fut nommé à la Caméra en 2000. 3 ans seulement après, Cameroun Airlines était à terre, ne pouvait même plus voler. Tout avait été volé. Les ailes cassées du dernier Boeing 747 qui avait crashé à Paris le 5 novembre 2010, à peine pour se nommer, montrait déjà la façon qu'il allait gérer cette compagnie. Parce qu'il faut se le dire, il avait été nommé, je crois, plus précisément, le 21 juillet 2000, par Paul Biya, par décret. Bien évidemment, après lui, la Caméra fut dissoute en 2005. Les caisses étaient gravement vides.
Entre-temps, l'office à papa, le Bernard Madoff, le Golden Boy du Cameroun, allait et venait, sachant que Paul Biya, ami de son père, n'allait jamais l'inquiéter. Mais le 1er décembre 2010, voilà les sirènes de la police qui pénétrèrent dans sa belle résidence de Bali. Et il était en train de trembler comme une feuille morte. Toute la population de Douala était dehors pour voir ce spectacle qui s'offrait au monde, parce que Paul Biya, quand il veut se redonner un peu de popularité, il organise donc des arrestations hollywoodiennes. Et Michel Fosso fut donc ramené à Yaoundé. Et puis, finalement, transféré au Sahel. On était convaincu que cet homme est celui-là qui n'allait plus sortir de là, puisque il a d'ailleurs eu au moins 3 condamnations. 3 condamnations. La première condamnation, c'était d'ailleurs, je crois, en septembre 2012. Toujours dans l'affaire, ça c'était dans le premier volet de l'affaire, avec Marafa Amidou Yaya, ancien secrétaire général de la présidence de la République, dans l'achat de l'avion, l'Albatros. Là-bas, Yves-Michel Fosso récolta une peine de 25 ans de prison ferme pour détournement, tenez-vous tranquille, de 16 milliards de francs CFA. 16 milliards de francs CFA pour l'achat de cet avion que Paul Biya avait baptisé l'Albatros et qui, dans les airs, faisait ce qui avait fait que Paul Biya parle toutes les langues de... Il avait parlé le boulou, il avait parlé la housse, il avait parlé toutes les langues. Même le hébreu. Avant que l'avion ne revienne se poser. Le scandale était donc lancé. Le deuxième procès, comme justement ça s'enchaîne toujours dans le régime Biya, cette fois-ci c'était en 2016. Nous sommes plus exactement le 26 avril 2016. Deuxième condamnation de Yves-Michel Fosso. Condamnation à vie pour détournement de, tenez-vous bien, 10 milliards. Et ça ne s'arrêtait pas là. 10 milliards 57 millions. Et on avait donc dit qu'il devait encore payer, en plus de ces 10 milliards, 20 milliards de francs CFA à la liquidation, plus les frais de justice. Bref, Yves-Michel Fosso devait verser à l'État du Cameroun 32 milliards 400 millions. 32 milliards 400 millions. Je ne parle pas des autres condamnations. Comment comprendre donc Yves-Michel Fosso, qui devait de l'argent et qui doit de l'argent à l'État du Cameroun? De ce quoi? Le Boeing 747-200, qu'on appelait le JAR, quand il avait crashé à Paris, qui était le fautif? Selon l'expertise, on avait trouvé que cet avion était surchargé. Et il y avait 2 femmes, bien évidemment, au poste de pilotage, des femmes qui n'ont jamais piloté.
l'avion avait crashé à Paris. Yves Michel Fosso venait à peine de prendre ses fonctions. Au lieu de réparer cet avion, Yves Michel Fosso vint à vendre l'épave à 1,4 milliard et il empocha. Vous vous rendez donc compte que voilà quelqu'un qui a été condamné 2 fois à vie. Je ne parle pas de la condamnation des 25 ans. Mais on a assisté à un spectacle incroyable. Lorsque Yves Michel Fosso fit appel de sa décision, et on se rappelle que ce jour-là, le 25 août 2016, c'était la dernière fois qu'on le voyait débarquer au palais de justice dans une ambulance avec 3 perfusions accrochées et puis un médecin qui l'accompagnait. Il déclara, je cite, mot pour mot, que selon les médecins, son état de santé était très inquiétant. C'est vrai que il faut être inhumain pour ne pas avoir pitié de quelqu'un dont on parlait d'un cancer de la prostate. En effet, Yves Michel Fosso avait été opéré à Paris en 2004 d'un cancer de la prostate. Mais combien de Camerounais en souffrent et qui n'ont jamais bénéficié d'une évacuation? C'est vrai que Yves Michel Fosso, sa situation paraissait alarmante. Alarmante d'autant plus qu'il avait d'ailleurs été extrait du CED, où il était emprisonné pour l'hôpital central. Il avait passé d'ailleurs 4 mois à l'hôpital central, puis 3 mois au niveau de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Mais entre-temps, je ne veux pas revenir sur les conditions de son évacuation. Je ne veux pas revenir sur les multiples interventions. Parce qu'il y a eu non seulement son épouse, d'origine camerounaise, mais de nationalité italienne, et il y a eu son grand ami Vondayolo, directeur du cabinet civil, et il y avait Chandantoné, et il y avait. Et surtout, ce qui a beaucoup pesé, c'est que son bilan médical a été présenté comme un prétexte d'humanisme par Paul Biya, parce qu'on a dit que le cancer dont il souffrait avait déjà atteint les poumons. Ferdinand Gongo, secrétaire général de la présidence, lui voyait de l'enfumage. Mais on avait demandé des radios, et je ne sais pas ce qui s'est passé, pour que quand même, on trouve que cela était vérifié. Parce que des résultats, ou plutôt des clichés, avaient été envoyés en Afrique du Sud. Nous tous, on sait comment ça se passe au Cameroun. On peut venir me faire des examens, non? Après, on attribue ça à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si c'est ça qui s'est passé. Mais toujours est-il que ces résultats avaient été clairement utilisés, non seulement par un médecin le médecin colonel, voilà, qui le suivait, mais aussi, je crois, McKinney, docteur McKinney, quelque chose comme ça. Je ne sais plus, je ne connais plus trop bien son nom. Qui avait fait le rapport. À la sortie de ces résultats et à la confirmation de sa situation, Paul Biya décida de son évacuation. Mais là aussi,
il faut savoir que c'est une évacuation politique. Ce n'est pas, contrairement à ce qui se raconte, son père qui a voulu qu'il soit évacué. Son père ne parlait plus avec lui. Parce que lui-même, il avait ruiné son père. Il avait volé les actions de son père dans les multiples sociétés. Bien évidemment, son père avait juste profité de ses instants de faiblesse pour passer par Bellinger Boutou, qui faisait semblant, lui, en tant que directeur du cabinet civil à l'époque, qui faisait semblant de vouloir aider Yves Michel Fosso à obtenir l'évacuation, pourvu qu'il rembourse, qu'il remette, qu'il renonce aux actions des sociétés de son père. Yves Michel Fosso le faisait, mais il ne savait pas que c'était juste une façon de le trimballer ou alors de récupérer ce qui revenait de droit à son père, ce qu'il avait volé. Je donne ces détails pour vous montrer comment, ayant usé de tous les trafics d'influence, ayant bénéficié de peut-être de certaines complicités, Yves Michel Fosso quitte le Cameroun le 19 septembre 2019. Il était alors à l'hôpital de la Caisse. C'est l'État du Cameroun qui paye son billet d'avion. Il va partir avec son épouse. Je crois que c'est lui qui avait dû payer le billet d'avion à son épouse. L'État du Cameroun paye le billet d'avion à Yves Michel Fosso, fils de milliardaire, lui-même propriétaire de plusieurs sociétés, condamné à vie. L'État du Cameroun lui paye le billet d'avion et les soins au Maroc. Quelqu'un condamné à vie. On dit qu'il a pris 32 milliards 400 millions qu'il doit rembourser d'abord à l'État. Mais l'État s'occupe de lui, de son billet d'avion et de son évacuation. Pour nous tromper et nous dire que voilà Yves Michel Fosso qui est gardé quand il partait parce qu'on avait vu la gendarmerie là, après on dit qu'il a voyagé avec 3 officiers. Quels 3 officiers? Le gars marchait droit comme une aiguille, même comme je vous le dis quand même. Il est malade. Il était malade. Je ne sais pas aujourd'hui si il l'est vraiment. Parce que Yves Michel Fosso n'est pas au Maroc. L'État du Cameroun l'a envoyé dans une clinique qu'on appelle Al-Azhar. C'est en plein cœur de Rabat. C'est une clinique qui existe depuis 1994, mais qui est vraiment très moderne et d'ailleurs qui a obtenu le prix du meilleur centre oncologique, c'est-à-dire que l'endroit où on soigne le cancer, en Afrique et même en Méditerranée. Donc, premier prix. C'est pour vous dire que ce n'est pas la gnognotte. C'est l'État du Cameroun qui a envoyé Yves Michel Fosso là-bas. Et pourquoi on avait envoyé Yves Michel Fosso là-bas? Parce qu'à cette époque-là, c'était politique, comme je vous ai dit. Maurice Kamto commençait déjà à faire du bruit. Et on était venu dire à Paul Biya que non, pour montrer aux Bamileke que vraiment tu les aimes, laisse voyager Yves Michel Fosso. Il avait saisi ça au rebond. Ce n'était pas une magnanimité. C'était une opération politique. Yves Michel Fosso s'installe à Rabat. Il reste d'abord à l'hôpital. Les soins se font là-bas. Et après, Yves Michel Fosso sort de l'hôpital. Il sort de l'hôpital. Parce que je vous dis que, enfin, pas de l'hôpital, du centre oncologique. Parce que c'est un centre oncologique qui travaille aussi en partenariat avec un centre oncologique d'Avignon. Je crois que ça doit être ou bien Sainte-Anne, quelque chose comme ça.
Sainte-Hélène, oui, Sainte-Anne. Et aussi le centre oncologique de Curie. On croit qu'il est à l'hôpital. Le gars va déjà dormir dans les hôtels. Avec des femmes. Puis, il va dans une maison. Il s'installe dans une maison. Dans un quartier chic, je crois que ça devait être Suissy. Voilà. C'est l'État du Cameroun qui paye. Et Michel Fosso devient l'ami du directeur général du centre oncologique. Et comme lui-même connaît trop faire le faux, et avec son ami Mbondayolo, on commence à faire des factures pro forma. On bombarde. Surfacturation. Je ne sais pas comment ils se sont arrangés là-bas au Maroc. Les factures sont payées par l'État du Cameroun. Vous vous rendez compte que les femmes qui accouchent au Cameroun sont prises en otage parce qu'elles n'ont pas payé. Et d'ailleurs, dernièrement, on a montré Manaoda qu'il est parti libérer les femmes qui étaient prisonnières avec leur bébé. Ce n'est pas le cas, ce n'est ni Manaoda. C'est le président de Royal FM qui est parti libérer cette femme-là, qui est parti payer. Donc imaginez le milliardaire qui a ruiné la Camère, Yves Michel Fosso. C'est l'État du Cameroun à qui il doit des milliards et des milliards qui paye tout. Il quitte même Suissy. Il va s'installer dans un autre quartier qu'on appelle au Maroc Eriad. Entre-temps, il y a une ménagère qui est mineure que son épouse avait embauchée. Son épouse, je vous ai dit, elle est d'origine camerounaise. Je crois qu'elle devrait se prénommer Cécile. Mais elle est italienne. Sur les papiers. Elle épousait Yves Michel Fosso en prison. Hein. Ah, je vais vous raconter l'autre épisode là la prochaine fois. Mais allons d'abord sur ces manœuvres. Il va prendre la ménagère, la bonne mineure. Je crois qu'elle avait entre 16 et 17 ans. Son nom, c'est Harib. Alors que sa femme l'avait chassé. Hein. Nous apprenons donc ça. Je cherche à me renseigner. Je demande, est-ce que Yves Michel Fosso à l'hôpital? Mes antennes au Maroc me disent, il n'est pas à l'hôpital. Il est déjà installé à la maison. Pendant ce temps, je crois qu'il avait même fait partir sa femme en Italie. Il s'installe maintenant avec la bonne que la femme avait chassée. La bonne mineure là. Yves Michel commence à quitter le Maroc pour aller avec la fille à Dubaï, en passant par un cabinet à Paris, comme elle était mineure. L'argent du Cameroun, quand Vondayolo fait débloquer à lui Paul Montazé, c'est lui Paul Montazé qui paye. D'autres sommes d'argent sont données par Vondayolo en espèces. Des gens viennent prendre ça, partent avec ça au Maroc. Qu'est-ce que Yves Michel Fosso fait? Le gars il va voir la famille de la fille. Que c'est déjà le mariage. Quelqu'un qui est parti pour le cancer, on a dit le cancer du poumon. Que le cancer est parti de la prostate déjà au poumon. Lui, il est déjà dans les mariages. Il va douter la fille.
Yves Michel, alias Balthazar. Le gars, bim, il achète une Kia neuve à cette jeune fille. Puis un appartement. Il devient le père de la famille, s'occupe de la grand-mère, s'occupe de ceci et cela. Vous vous souvenez qu'il y a de cela peut-être 5 mois. Je vous avais dit, j'ai vu Yves Michel Fosso à la gare du Nord, à Paris. Je me suis tué. J'ai cru qu'il allait prendre peur pour rentrer au Maroc. C'est vrai qu'il a conservé la maison du Maroc. Il était avec une fille longiligne. Ce n'était pas sa femme, parce que je crois que j'ai déjà vu la photo de sa femme. J'avais vu les photos de mariage, ce n'était pas elle. J'ai regardé, j'ai demandé à un de mes collaborateurs, filmez-les. Mais après, je me suis dit, compte tenu du fait que, bon, peut-être il est venu faire des examens complémentaires à Paris, bon, il a droit à la vie, bon, peut-être qu'il va repartir. Au Maroc, il fait venir encore une Sénégalaise qui travaillait dans l'une de ces compagnies de leasing. Ces compagnies de leasing où il faisait les affaires avec Assenonkou. Assenonkou, lui, il a fui. C'est mon ami, il est ici. Hein. C'est un grand frère. On se rencontre parfois dans des soirées là. Salut tonton, salut grand frère. Voilà, il joue bien la guitare, hein. Mais bon, lui, il a fui le Cameroun. Mais, vous vous rendez donc compte que cette femme, c'est une Sénégalaise, mariée, mais qui travaillait avec lui. Il la faut aussi partir au Sénégal. Elle est même l'aînée de Yves Michel. Je crois que de 2 ans. Parce que lui, là, je vous dis que quelqu'un, on vous dit que quelqu'un a la prostate ou qu'il veut déjà mourir. Il est à l'article de la mort, mais il fait la polygamie. La polygamie à Rabat. En tout cas, j'espère que Abi Hélène Touré, Thio, garde ton foyer. Ne fais pas que je parle beaucoup de choses. Hey! Attends, Julien Fosso, toi-même tu partais faire quoi au Maroc? Julien Fosso, tu n'étais pas là. L'épouse de Victor Fosso. Ou bien c'est seulement que... Ah, c'est Lady Ponce qui avait chanté ça. Je l'ai confondu avec son père. Bon, enfin, je vais revenir sur ça. Passons. Je parle de ça parce que l'argent du peuple camerounais est dilapidé. On achète des appartements. Il va en Italie. Il s'acoquine avec un homme d'affaires. Il fait des affaires là-bas. Et bam! Il achète des appartements. Il est à Paris. Il achète un appartement. Tiens, tiens. Et on utilise l'argent du contribuable camerounais pour soigner Yves Michel Fosso, qui pourtant vient faire des examens, vient faire d'autres traitements à l'hôpital américain. Il a des moyens. Quel exemple veut-on donner aux Camerounais? Vous vous rendez compte? Quelqu'un a ruiné son père. Il a ruiné l'argent des épargnants de la CBC, la Commercial Bank of Cameroun, dont il était directeur. Il a pris des actions partout dans des sociétés de son père. La Fosso Group Holding. Combien a-t-il ruiné là-bas? Et il s'est installé dans une autre entreprise où il a pris des actions. C'était Capital Financial Holding.
Regardez le nombre d'argent qu'il a eu. Ou qu'il a. Mais il prend l'argent du peuple camerounais. Clean Oil Logistics. Toujours lui. Clean Oil Recording. Toujours lui. Air Leasing. Toujours lui. Big Jet. Avec Asenunku. Toujours lui. Et rendez-vous compte. Quand on voit seulement ce qu'il a puisé partout. Vous allez vous rendre compte que dans ce qu'on appelait Fosso Group Holding au niveau du Tchad, il a pris 1 milliard. Fosso Group Holding au niveau de la République centrafricaine, il a pris 1 milliard. La Babemba, il a pris 800 millions. La SCI Lydie, il a pris 660 millions. Sans oublier l'argent qu'il a pris à Bozizé. L'argent qu'il est parti prendre chez Obiangema. Là, je vais encore parler de ça. Je crois que c'est une histoire qui tourne autour de 45 milliards, mais je vais vous raconter comment il a pu prendre 10 milliards. Bien plus, la maison familiale que son père lui a donnée à Bali, 2300 mètres carrés, avec piscine et consort. Il a revendu ça à Samuel Eto'o à 1 milliard 400 millions. $1 milliard 400 millions. Et l'État du Cameroun continue à l'aider. Toujours lui. Un autre terrain en face, mais sa presse. 35 000 mètres carrés, donc 31 hectares. C'était un terrain hypothéqué à la SRC pour, je crois, 2 milliards et poussière. En 2024, là, ils viennent de vendre ce terrain-là. Vous savez à combien? 10 milliards. 10 milliards. Donc, on enlève seulement 2 milliards, on donne aux brasseries, l'autre, il empoche. Et il vient d'empocher ça. Au moment où je vous parle, le même Yves Michel Fosso écrit encore au gouvernement qu'il veut de l'argent au Maroc. Alors que lui, il se retrouve tantôt à Sao Tomé et Principe, il se retrouve en Côte d'Ivoire, il se retrouve au Sénégal, il se retrouve à Dubaï, il est à Singapour, partout il a des comptes. Lorsqu'il a été condamné, on avait demandé qu'on bloque ses comptes à UBA, à la CBC, à Freeland First Bank et consorts. Où est parti l'argent de ces comptes-là? Comment l'État du Cameroun peut lui donner de l'argent? Mais le plus grave, mesdames et messieurs, c'est qu'il prend encore cet argent-là avec la complicité de Mbondayolo pour aller investir au Ghana, à Accra. Mesdames et messieurs, j'aime parler avec documents à l'appui. Voici. Voici le plan de son entreprise qui s'appelle CFH Oil Industry. CFH. Ça, c'est le nom de son fils. C'est le nom de son fils.
Donc, c'est une société d'hydrocarbures qui récupère les plastiques, qui récupère les huiles usées pour transformer en gazoil. Avec l'argent du Cameroun. Voici ça. Business plan, machin, tout. Il a commencé ça en novembre 2023. Voilà ça. Grand corps malade. Il est d'avion en avion avec ces femmes-là. Vous voyez ici. Je ne peux pas tout vous montrer. Là où il parle de... tout est en anglais là, et tout. Vous voyez comment il décrit? Avec l'argent du Cameroun. Le malade du Cameroun. Le grand malade, vous voyez? Voilà tout ce qui est décrit dans sa société. Avec le nom de son fils, parce que la société, ça, il a mis ça à un capital de 1 million de dollars. Voilà. Et qui il a mis? Il est au conseil d'administration. Et ses 4 enfants sont des actionnaires de cette société. Je vais vous montrer ça. Donc, attendez, vous regardez là, et tout. J'ai le document tient sur 76 pages. Regardez ici. Je vais donc vous lire. Ici, les actionnaires sont Cédric Fosso. Vous avez vu ce que je vous ai montré, c'est-à-dire que voici quand vous regardez la société CFH, c'est Cédric Fosso. Oui. Parce qu'il sait que tout est au nom de ses enfants. Cédric Fosso, le pourcentage c'est 55%. Marc Fosso, 15%. Michael Fosso, 15%. Maxime Fosso, 15%. Total, 100%. Voilà. Et maintenant, dans la société où il est, voilà, et tout, chairman, il va nommer bien évidemment Cédric Fosso. Les membres du conseil d'administration, hein, le premier membre du conseil d'administration, Yves Michel Fosso. Guy Arlette, Marc Fosso, Michael Fosso, Maxime Fosso, Mademoiselle Laurence Ekambi, Monsieur Marc Libouton, puis son associé italien dont je vous ai parlé, Giovanni Spaziano. Voilà ça. On n'invente pas. Voilà le prisonnier du Cameroun, condamné à vie, nourri par Paul Biya, par nos impôts, par l'argent du contribuable camerounais, après avoir ruiné Cameroun Airlines. Voilà les affaires de Biya. Voilà les affaires de Mondayo. Voici les affaires de lui, Paul Moutazé. Vous voyez? Tous les plans sont là. Vous voyez? Hein? Si vous voulez, je peux vous poster tout ça. Comment il décrit, comment est-ce qu'il va récupérer ceci. C'est-à-dire que le Cameroun, ce gars, il a pris l'argent des Camerounais. Il préfère aller donner ça ailleurs. Mais il continue à faire des factures. Vous voyez? Vous voyez tout ça là? Un grand projet pour quelqu'un qui souffre du cancer. Hein? Voilà quelqu'un qui souffre du cancer. Qui est à Rabat. Le voici. L'usine est au Ghana. Au Ghana. Avec l'argent des Camerounais.
Voilà. Tous les trucs sont là. Si vous voulez, je vous lis. Je vous donne les coordonnées. Maxime Victor Fosso, né le 10 voilà, avril 2001 à Neuilly-sur-Seine, machin, et tout. Les téléphones et tout. Bon, en tout cas, je n'ai pas le problème avec ces enfants. Si papa est bandit, moi je dis tout simplement, il faut que ça s'arrête là. Et dans tout ça, je ne vois pas le nom de sa femme. Hein. Et même là, il se balade là. Et ça, je n'ai même pas vraiment bien... Ouais, je ne vois Céline nulle part. Sa femme, son prénom, c'est Céline. Elle n'est nulle part. Elle n'est nulle part. Ah. Je vous promets un dossier. Pour la semaine prochaine. Toujours sur ça. Je saurai là où elle est. Je saurai là où se trouve Céline. Parce qu'elle a contribué à le libérer. Mais les choses que j'ai entendues au Maroc, quand je vois ces sociétés, ça vient déjà me confirmer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mwanda-Yolo, j'espère que tu auras des comptes à me rendre. Et j'espère que vous allez aussi nous dire là où est parti l'argent de Yves Michel Fosso qui était à la BICEP. UBA. CBC. Puisqu'il a fait, bon, Afriland First Bank. J'espère que vous êtes au courant que je sais que Yves Michel Fosso a de l'argent au Sénégal, à Sao Tomé et Principe, et Côte d'Ivoire, et bien évidemment à Singapour, en Italie, en France. Voilà les choses où l'État du Cameroun doit aller chercher de l'argent. Mais il préfère prendre notre argent et continuer à ravitailler ce donjon. C'est le Madoff, Bernard Madoff, des temps modernes. C'est le Bernard Madoff du Cameroun. Et vous voyez, le cas Yves Michel Fosso était déjà dans la même lignée que, comment on l'appelait, l'ancien ministre des Finances, qui a aussi été ministre d'Agriculture, là, Essimi Meigné, en 2015. Essimi Meigné avait raflé les caisses du Cameroun. Qui a permis à Essimi Meigné de sortir du pays? C'était Paul Biya. Essimi Meigné, comme Yves Michel Fosso, a été condamné 3 fois à vie. Mais il vit, lui, calmement aux États-Unis. Et d'ailleurs, après Yves Michel Fosso, Chantal Biya a vite profité pour aussi faire que son ami, c'est-à-dire que Madame Inoni Ephraim, qu'elle bénéficie aussi de l'évacuation de son mari. Inoni avait été arrêté en avril 2012. Il était à Kondengui. Toujours pour l'affaire des détournements à la Camer. Lorsqu'on a commencé à voir que Yves Michel Fosso était en train de manœuvrer pour sortir, subitement on a commencé à dire que il y a eu émeute à la prison de Kondengui, on a failli tuer Inoni, vraiment il faut sauver le soldat Inoni et tout. C'est ça qu'on nous avait dit. Inoni avait eu combien? 25 ans de prison. Où est Inoni Ephraim? Où est l'ancien ministre Inoni Ephraim? Après qu'on nous ait raconté que le 22 juillet 2019, il y avait eu mutinerie à Kondengui, il a échappé. Après, ils ont même inventé autre chose là. Le 22 août, retenez que Yves Michel Fosso est parti le 19 septembre 2019. Inoni Ephraim
Le 22 août 2019, on nous annonce sa mort à Kondengi. Oh, il est déjà trop malade. Oh, Tchevinoni. Oh, ceci et cela. C'est Paul Biya lui-même qui faisait tout ça, tous ces complots-là. Parce qu'il voulait, comme Chantal lui disait déjà que non, mon ami, il faut aussi faire sortir son mari pour qu'il aille à Paris. C'est comme ça qu'on a fait sortir Inoni, je crois, en juin, 10 juin 2020, pour Paris, pour venir vivre au 16e arrondissement, là où vivent les boss. Dans la maison payée par l'État du Cameroun, une des maisons achetées par Amadou Aïdjo. Inoni est venu à Paris. Il est resté calmement, pas de soucis, jusqu'aujourd'hui. Des gens qui ont volé. Et ils sont donc en liberté. Et le régime Biya dit que vous qui n'avez pas volé dans les caisses de l'État, vous ne pouvez pas sortir du pays si vous n'avez pas déclaré vos impôts. Est-ce que vous vous rendez compte jusqu'où ces gens sont méchants? Donc, lui, Paul Motazé, paye l'argent sur instruction de Mbondayolo à Yves Michel Fosso, qui a détruit la Camère. Et le même Fosso se vantait, je crois que nous étions avant son évacuation. Nous sommes en 2016. Le gars, il se tape même une interview dans le journal, comment on appelle ça, Œil du Sahel. Il dit, oh, c'est l'État qui me doit même de l'argent. Oui, dans l'Œil du Sahel. Il dit qu'il avait donné, il avait dépanné Paul Biya. Il avait dépanné Paul Biya lors d'un voyage en octobre 2003 en Asie. On dit, hein? Et Michel, tu as dépanné Paul Biya comment? Il dit, mais j'ai financé le voyage. J'étais à bord de Boeing 767-300. Le diable. C'est moi qui sortais de l'argent. Parce que, attendez, en octobre 2003, bon, l'avion est parti se poser à Hong Kong. L'avion s'est posé à Hong Kong. Et à Hong Kong, Paul Biya n'avait pas d'argent. Bref, ils avaient des sacs d'argent, mais c'était des liquidités, voilà. Donc, le directeur du cabinet civil, Edgar Alem Bongo, il était en train de pleurer comme un bébé, voilà. Il m'a dit, voilà, est-ce que tu peux nous aider? Parce que là-bas, à Hong Kong, on a dit, nous, on ne prend pas des espèces, oh non, même si c'est des livres, nous, on ne prend pas. Oh. Après, ils m'ont appelé, voilà, est-ce que pour assurer la restauration, parce que Paul Biya avait faim, il fallait aussi l'entretien de l'avion au sol, il fallait, voilà, payer les taxes. Alors, j'ai pris ma carte comme ça, de la poche, puis j'ai donné, j'ai tapé. Alors, j'ai payé 148 000 $. Bon, puis j'ai libéré Paul Biya, qui était déjà, il était prisonnier. Il était prisonnier. Après, je crois que on est encore parti où là? Je crois que on est arrivé vers après Hong Kong. L'avion a encore lui atterri à Osaka. Oui, Osaka, c'est ça. Osaka, même chose. Mais bon, quoi, il est venu avec son sac d'argent, on lui a dit, c'est ça, on ne prend pas ça. Et puis on lui a dit, tu n'as pas de carte. Bon, quoi, lui, il n'a pas de carte. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il ne pouvait rien. Alors là encore, il était comme un enfant, il pleurait. Et puis il a dit, puis Bongo, qui était directeur du cabinet civil, il est venu se mettre à genoux devant moi. Vous savez, quand il parle comme ça, c'est qu'il y a les filles aussi à côté. Bon.
Il a dit, alors, monsieur la DG, administrateur directeur général, est-ce que tu peux aider l'État du Cameroun là? Bon, j'ai encore sorti ma deuxième carte, voilà. Puis on a payé, c'est comme ça que Paul Biya a mangé. Et puis l'entretien au sol, et puis tout le reste, on n'a pas parlé, boum boum. On est parti, mais avant de. Puis on s'était arrêté à Tokyo, même chose. Il est sorti avec toujours sa mallette de villageois là. Franchement, c'est. Franchement, l'État du Cameroun, c'est. Vous savez, nous, aux États-Unis, on est déjà. Moi, j'ai fait 3 MBA, donc je connais ces choses-là, je connais le genre de carte, et puis moi, j'ai la carte que, voilà, c'est ouvert comme ça, je peux dévaliser une banque, je peux faire ceci, je peux faire cela, je peux faire sortir des milliards, parce que moi, mon compte, voilà, moi, je suis milliardaire. Donc, j'ai encore payé. Voilà ce qu'il disait. Et Michel, dans sa grandiloquence, nous montrait que c'est lui qui dépanne Paul Biya. Et malgré tout, je dis bien qu'il a fait ça en 2016. Hein, il a fait cette interview en 2016. Est-ce que vous me suivez bien? Malgré tout, c'est-à-dire que, comme il dit que cela se passait en 2003, sachez que dès qu'il est rentré avec Paul Biya, c'est là où on l'a limogé. Hein. On l'a limogé. Et il fait l'interview en 2016. Même Vonda Yolo va le soutenir auprès de Paul Biya pour qu'il continue à verser de l'argent jusqu'aujourd'hui. Vous vous rendez compte, quelqu'un a été arrêté le 1er décembre 2010. Nous sommes en fin décembre 2024. Quelqu'un a été condamné à vie. Mais lui, il joue sa vie avec ses petites. Et c'est le gouvernement, l'État du Cameroun, qui demande aux petits de payer les impôts, qui reprend l'argent des impôts pour envoyer à Yves Michel Fosso, qui va acheter ses maisons, va construire ses raffineries, continue à doter ses femmes, à acheter et tout et tout. C'est quel État ça? Vous allez dire, oui, Paul Biya est très bon, miséricordieux. Mais dites-moi, Mendoza a volé combien de milliards? Tout le monde l'a vu fondre comme neige au soleil. Il est mort, rouillé comme un clou. Il n'a pas bénéficié d'évacuation. Pourtant, il n'a même pas volé le 1 millième de Yves Michel Fosso. Même pas le 1 millième. Mais lui, il est mort en prison. Mendouga. Vous vous souvenez de lui? Jérôme Mendouga, qui était ambassadeur du Cameroun. De quoi aux États-Unis? Il a été arrêté dans les mêmes conditions. Il est mort en prison, 0 évacuation. C'était les frères de Paul Biya, les Étambétis, comme vous aimez entendre que c'est vous qui avez le pays. Jérôme Mendouga, Étambéti comme Paul Biya, comme Mendoza qui était son cousin, sont morts en prison. Henri Ngoulou, qui se baladait avec les plaques, avec qui dessinait, qui priait Paul Biya. C'est-à-dire qu'au lieu de dire au nom du Père et du Fils, il disait au nom de Paul.
Barthélemy Biya Bimbondo. Amen. Jérôme Mandou. Ngoulou plutôt, Henri Ngoulou. Il est mort en prison. Les élites étonnes sont toujours là pour se précipiter, pour dire on va casser le pont de Bagdad. C'est les Bamileke qui nous dérangent. Yves Michel Fosso est un Bamileke. Mais lui, il est en train de jouer sa vie à l'étranger. Pendant ce temps, un digne fils étonne, qui d'ailleurs a travaillé au ministère de la Santé pour Chantal Biya, qui lui a donné une notoriété sur le plan international. Olangenawana, le voilà qui est devenu aveugle en prison. On dit qu'il a volé combien? On parlait tantôt de 180 millions, 110 millions, ou bien que 15 millions. Ils vont même dire qu'il a volé 100 000 francs CFA. Lui, il est en prison depuis. Il est en train de mourir là-bas. Voilà les nordistes. C'est eux qui disent que c'est eux qui font que Paul Biya vienne au pouvoir. C'est eux qui disent que Paul Biya est leur frère. Ils ont oublié à idiot que Paul Biya a condamné à mort par contumace jusqu'au cadavre. Le cadavre est au Sénégal. Il ne peut pas revenir. Sa femme au Sénégal, sa fille au Sénégal. Paul Biya a condamné des cadavres à vie. C'est-à-dire qu'un cadavre est condamné à vie. C'est-à-dire que tu es déjà mort, hein, mais tu es condamné à vie. Et ces nordistes ne se demandent pas, en commençant par les Peuls, que qu'est-ce que Marafa a fait? Marafa est accusé de complicité intellectuelle. C'est-à-dire qu'il n'a pas volé dans l'affaire de l'Albatros. C'est Yves Michel Fosso qui a tout volé, qui est en liberté, qui utilise l'argent de l'État et qui est en train d'aller construire ces sociétés, qui est en train de construire les sociétés pour sa postérité, ses enfants, qui seront gâtés. Mais Marafa est en train de moisir en prison. Je ne parle pas de mon grand cousin, Atang Namabara. Lui, Atang Namabara. C'est vrai que ça me fait toujours mal au cœur. Quand je sais, quand moi-même je sortais de la prison. Mais je ne lui dois pas une rancune. Parce que ça me fait pitié. Il était secrétaire général et quand il me disait, oh, tu sais, je suis le vice-président, c'est moi le président. Quand il n'est pas là, moi je sortais de prison. Et je lui disais, tu peux te retrouver là-bas. Quand je vois cet homme qui était d'une élégance, qui avait un avenir, qu'est-ce que Marafa a volé? C'est Fosso qui volait. C'est lui qui était en train de jongler ses affaires. Le voilà qui est dehors. Marafa n'est pas malade? Atang Namabara n'est pas malade? Olangena n'est pas malade? Même Yaya Mohamed. Jamais l'assaut des cotons n'est tombé. Bien au contraire, non seulement il y avait des économies, l'assaut des cotons était l'une des meilleures sociétés d'Afrique subsaharienne. Et au-delà de ça, même le détournement dont on accuse celui-là, c'est qu'il a mis cet argent-là dans le club de Coton Football Club. Il n'a pas mis ça dans ses poches. Il n'a pas investi ça pour sa famille. Et le Coton Football Club faisait la fierté du Cameroun. Et il y a Mohamed a été emballé comme ça. On est parti le jeter là-bas en prison.
Il est malade. Même les infirmiers, on ne voit pas. Alors que quand Yves Michel Fosso était en prison, et il fallait voir celle-là, comment elle tournait les fesses, colonel médecin Gabala, ou on appelait comme ça, oui, Annie Gabala. Annie Gabala. Parce que le gars là, Yves Michel là, je vais revenir sur lui. Je ne peux pas laisser que quelqu'un se pavane en toute liberté avec l'argent des Camerounais, pendant que les Camerounais, ils sont maintenant résignés. Ils sont en résidence surveillée. Ils sont devenus des prisonniers qui doivent payer des impôts. Ils n'ont jamais volé. Ils sont condamnés. Et Yves Michel Fosso qui a détruit toute une société comme la Camer. Lui, il est en liberté, il est payé, il est sponsorisé. Ça ne peut pas marcher.